Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Le peuple s'est exprimé et puisque contrairement à notre gouvernement, moi je respecte la majorité, on va inaugurer cette 4e saison avec les Tripes à 3, ou Power Trio dans la langue de Dana Terrace. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur la règle de 3, lien en description, commentaire épinglé et fiche vidéo, j'avais dit que beaucoup de récits tournaient autour de 3 frères qui devaient se partager un héritage ou accomplir une quête. Et en général, c'est le Benjamin qui réussit tout parce qu'il a les qualités morales nécessaires, a pris les bonnes décisions ou s'est allié aux bonnes personnes. Parfois, tout ça en même temps. Et si on remonte encore plus loin, beaucoup de mythologies sont structurées selon le schéma monde divin, monde humain, monde des morts, ou autour de 3 divinités majeures. Tout ça pour dire que le chiffre 3 a une signification particulière dans l'inconscient collectif, ce qui explique pourquoi on le retrouve aussi souvent dans nos fictions. Attention, ces propos ne visent pas à crédibiliser la numérologie. Merci. Depuis le temps, on a fini par catégoriser les différents trios qu'on pouvait retrouver dans nos fictions jusqu'à aujourd'hui. Et comme promis, on va détailler un peu toutes ces catégories. Retenez simplement que beaucoup de nos exemples rentrent dans plus d'une catégorie et peut même faire partie d'un club des 5, comme précisé dans notre vidéo sur le sujet. Tu deviens presque bonne au jeu de l'autopromotion éhontée. Merci. Et pourquoi on garde pas ce sujet pour l'épisode 3 au fait? Parce qu'à cause d'un certain lézard pyromane, on a dû décaler le planning, ce qui fait que l'épisode 3 sera celui d'Halloween, donc priorité au sujet horrifique. C'est pas ce que dit ton arbre généalogique. Retour à notre sujet, on va commencer par le trio force, vitesse, équilibre. C'est le trio qu'on retrouve le plus souvent dans les JDR et jeux vidéo, surtout dans les beat'em up et hack and slash. Mais sens illimité, bien évidemment. Il se compose généralement d'un personnage rapide, capable d'enchaîner les combos, mais faible physiquement. Point bonus s'il s'agit du lancier ou de la lancière. D'un personnage aussi fort que résistant, mais qui ne sera pas très rapide, ce sera notre tank. Et enfin d'un personnage équilibré, souvent le ou la leader / protagoniste principal. L'idée est que chaque personnage compense les faiblesses des autres pour permettre au trio d'être efficace. Pensez à l'équipe 7 dans Naruto, à Riri, Fifi et Loulou version Quack en vrac, ou encore à la Team Sonic dans Sonic Heroes. Ensuite, nous avons le trio cerveau-muscle-plastique. Généralement utilisé pour les personnages féminins, cette dynamique se compose d'une intello chargée de bricoler les gadgets et ou d'établir les stratégies, d'une fille forte chargée des tâches les plus physiques, et d'une normale qui sera conventionnellement jolie, populaire et ou féminine. Parce que c'est bien connu, une fille doit toujours être jolie et féminine. Pour des questions d'équilibrage, on a dit. Mais c'est vrai que c'est souvent restrictif. Raison pour laquelle on fera souvent de la jolie fille la maman de l'équipe, la médiatrice entre les deux autres, ou la plus à l'aise socialement parlant. Et en plus, on les divise entre celle qui a un style typiquement féminin, celle qui a un style très masculin et une plus neutre, le tout dans un environnement citadin. On les appellera les filles de la ville. Pensez à Helga, Audrey et Madame Placard dans Atlantide, aux sirènes de Gotham, ou encore à Isabella, Louisa et Mirabel Madrigal. Nous passons maintenant au trio gros, maigre, petit. Là où les 2 premiers types pouvaient être des bases pour la personnalité des protagonistes, celui-ci est surtout une base visuelle pour des personnages secondaires. Mais bien évidemment, rien n'empêche de combiner les deux. Ce trio se compose d'une personne de grande taille relativement neutre, d'une personne ronde voire en surpoids généralement bon enfant, et d'une personne aussi petite que grande gueule. Chacun et chacune occupera souvent les rôles du ou de la leader, du tank et du cerveau dans cet ordre. En malus si on applique la recette foireuse numéro 10. Pensez aux gemmes de cristal, au clan Cooper ou encore aux sœurs Sanderson, qui forment d'ailleurs un trio rousse, blonde, brune. Là encore rarement attribué au trio masculin. C'est un schéma au départ purement visuel, pour que chacune représente une caution capillaire, mais il n'est pas impossible de jouer sur les stéréotypes associés à chaque teinture. Donc la rousse sera la bimbo au caractère bien trempé, la blonde sera l'idiote de service et la brune sera l'intello blasé qui tente de mener la baraque. Là encore, on évitera ces écueils pour ne pas faire couler notre navire, surtout si la rousse a une teinte encore plus exotique. Pensez aux Spies, aux 3 Catherine dans la version full body, ou encore à Light, Elle et Missa dans Death Note. Ce trio est d'ailleurs une variante de l'arrangement chromatique, où chaque personnage est associé à une couleur pour le confort de votre audience. Que ce soit les couleurs primaires, secondaires ou de la lumière, chaque personnage est iconisé par une teinte principale. Et grâce à leur symbolisme, on peut leur attribuer un début de personnalité qu'on pourra exploiter dans notre narration. On pourra également leur attribuer un rôle particulier en sus de leur caractère. En effet, rouge sera souvent le ou la protagoniste principale, bleu sera le cerveau toujours très sérieux, et vert sera le tank doublé du cœur. Sauf si on a jaune qui sera l'optimiste de service. Pensez à Nagisa, Kaede et Karma dans Assassination Classroom,
les 3 protagonistes de Don't Hug Me I'm Scared, ou encore à Anne, Marcy et Sacha dans Amphibia. Pour un classique parmi les classiques, nous avons le trio guerrier, mage, voleur. La trinité originelle du GDR, les ancêtres plus ou moins directs de toutes les classes D&D établies jusqu'ici. Le guerrier sera le ou la plus doué pour le combat direct, le ou la mage sera l'utilisatrice de magie principale, et le ou la voleuse sera l'élément furtif qui préfère prendre les chemins détournés. Là encore, il s'agit de varier les compétences pour que les personnages arrivent à surmonter les obstacles de la campagne. Il faut cependant noter que cette dynamique ne fonctionne pas si les personnages s'échangent les rôles selon la situation. Et bien évidemment, les définitions des rôles peuvent différer selon l'univers du récit. C'est ainsi que le ou la mage devient un ou une hackereuse de l'extrême, voire un ou une alien télépathe dans les univers de SF. Pensez à Obélix, Panoramix et Astérix, à Yuji, Megumi et Nobara dans Jujutsu Kaisen, ou encore à Jackie, l'oncle et Jade dans Jackie Chan Adventures. Pour un peu plus de légèreté, nous avons le trio comique, vedette des tranches de vie absurdes. Le ou la leader, qui se croit plus intelligente que tout le monde, dirige le groupe dans des situations rocambolesques pour le bien de l'humour, tout en refusant d'admettre qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. L'Auguste, qui est un ou une parfaite imbécile, obéit sans broncher aux directives du ou de la leader. En général, le gag tournera autour de son idiotie, qui le ou l'amène à faire des choses aussi dangereuses que stupides. C'est marrant parce qu'elle est bête. Et le ou la Pierrot fait les seules remarques sensées, ou voit la catastrophe arriver, mais ses amis ne l'écoutent jamais et foncent dans le mur, au propre comme au figuré, ce qui le ou la laisse seule pour faire des commentaires acerbes empreints d'humour noir. Pensez au Scorpion Rouge dans Crayon Shin-Chan, à Jimmy, Gary et Pete dans le jeu vidéo Bully, ou encore au Yen du Roi Lion. Pour un côté plus cérébral, nous parlerons du trio freudien qui s'organise d'après les théories du vieux Sigmund. On a le ça, qui représente les émotions, les instincts et la recherche de gratification et de plaisir. Le personnage qui l'incarne sera donc une tête brûlée qui agit sous le coup de l'émotion et n'hésite pas à crier sa supériorité sur les toits. Puis nous avons le surmoi qui incarne les règles, les conventions sociales et le désir de perfection. Ce personnage fera preuve d'une logique froide et du moins d'émotions possible, au point qu'on se demande si elle est humain ou humaine. Et enfin nous avons le moi, chargé de concilier les deux autres grâce à des choix conscients, ce qui nous donnera un personnage de médiatrice qui tentera de limiter les pots cassés par ses camarades. Là encore, la psychanalyse freudienne vaut ce qu'elle vaut, mais reste une base solide pour créer des personnages distincts. Pensez à Kirk, Spock et McCoy dans Star Trek, à Brahma, Vishnu et Shiva dans la mythologie hindoue, ou encore au Huntrix dans K-pop Demon Hunter. Pour revenir dans les trios genrés, nous avons le gang des garces, qu'on retrouve le plus souvent dans les fictions scolaires et autres dramas adolescents. Il se compose de la garce alpha, la fille la plus populaire du bahut qui prend plaisir à humilier toute personne qui ne correspond pas à ses critères de popularité, point bonus si c'est une pop-up girl blonde et riche, la garce bêta, meilleure amie de la précédente qui la suit partout, ponctue ses pics de rire obséquieux et obéit à ses ordres jusqu'à un certain point, et de la jolie idiote qui suit ses copines sans trop se poser de questions, en attendant de devenir une femme trophée qui tentera de combler la bise de son existence dans l'alcool et la coke. T'aurais pas des comptes à régler par hasard? J'ai pas le temps, c'est mesquin et mauvais pour le cœur. Pensez à Mizuchi et ses copines dans Beastars, Azula, Mai et Tylee dans Avatar, ou encore à Cordelia dans la première saison de Buffy. Dans un registre plus fantastique, il y a les Sœurs de la Lune, figure importante dans quelques branches de la Wicca. En fait, on les appelle les Sœurs Hécates, mais vu leur thématique lunaire, on a décidé de les renommer. Ce trio est composé de la jeune fille, souvent belle, avide d'aventure, séductrice ou naïve, associée à Artémis et au croissant de lune, la matrone, souvent représentée enceinte, à la vie stable et casanière, associée à Sélénée et à la pleine lune, et de la vieille, souvent grande gueule et acerbe, mais sage et adepte des secrets surnaturels, associée à Hécate et à la nouvelle lune. En théorie, elles ne font qu'une, mais on leur écrit souvent des tempéraments trop opposés qui les amènent à se disputer. Pensez au trio principal dans Little Witch Academia, à la triade dans High Guardian Spice, même si c'est très mal fait, ou encore au Solary World dans Charmed. Mais si elles sont suffisamment distinctes l'une de l'autre, on les appellera alors les trois sorcières, comme popularisées par Macbeth. Ce sont des femmes au pouvoir surnaturel qui ne se contentent pas toujours d'annoncer le destin de celles qu'elles rencontrent. Elles jouent parfois un rôle prépondérant pour que les choses se déroulent comme elles l'avaient prévu. Ou comme l'entité supérieure qu'elles servent l'aurait prévu. Elles peuvent être des sorcières, des fées, des oracles ou toute autre entité magique, tant qu'elles représentent chacune un âge mental différent.
Pensez aux fées de la Belle au bois dormant, aux moires dans la mythologie grecque, ou encore aux sorcières de Chaosa dans Pepper and Carrot. Puis nous avons la collaboration héros-rival-méchant. Si vous regardez assez de séries, vous noterez qu'il y a des formules d'épisodes qui se répètent de titre en titre. L'un d'eux est l'épisode de la collaboration, dans lequel le ou la protagoniste se retrouve à devoir travailler avec l'ennemi pour faire face à une menace plus grande. Ajoutez un ou une rivale dans le tas et vous obtenez un trio dont le sel repose sur l'exploration de personnages dans un contexte improbable en temps normal. Parfois, le méchant et le rival retournent leur veste pour rejoindre le héros définitivement. Parfois, on conclut tristement sur le fait que si le statu quo ne devait pas être conservé, ces personnages s'entendraient à merveille. Ah, c'est si triste. Pensez au final de la saison 5 d'Arrow, à l'arc du défi d'Artemis dans les comics Wonder Woman de 95, ou encore à plus ou moins tout Dragon Ball depuis Piccolo. Et tant qu'on est dans les Neketsu, on va parler du trio héros, rival, ami. C'est là encore une recette très simple mais efficace. Après avoir établi notre protagoniste, son ou sa meilleure amie et son ou sa rivale, on les lance à l'aventure compagnons partant vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Et quand Yel se retrouve à devoir affronter un grand danger qui menace le monde, Yel font fi de leurs oppositions pour combattre. Bien évidemment, Yel doivent rester dans leur dynamique respective. Le rival doit respecter le héros même à contre-cœur et se payer la tête de l'ami à la première occasion. Parce que des vrais alliés n'hésitent jamais à se lancer les pires vacheries imaginables. Mais il faut surtout qu'Yel collaborent en dépit de leur querelle. Pensez à Sailor Moon entre les épisodes 10 à 25, à Percy, Grover et Annabeth dans Percy Jackson, ou encore à Trevor, Alucard et Sypha dans Castlevania. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'en suis qu'à la moitié. Mon script fait 11 pages sans le générique, c'est plus que l'épisode sur la Marissou et il fait plus de 21 minutes. Et je vous adore, mais j'en peux plus d'enregistrer dans ma chambre mal aérée alors qu'il fait 45 à l'ombre dehors. Donc, je vous propose de nous arrêter ici et de reprendre notre énumération au prochain épisode. En plus, ça nous fait un sujet tout prêt, alors pourquoi s'en priver? Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. J'en reviens toujours pas qu'il m'ait convaincu de faire ça.